Quand ce n'est pas WIF ou PP, ce sont d'autres memecoins comme par exemple Brett ou Floki ou encore Dog qui drainent une grosse partie de la liquidité. On est loin de l'époque de la alt season où nous avions tous les alts qui pumpaient durant les phases de ranging du BTC. Bien que ce soit certainement une particularité de ce cycle, je reste persuadé que ce n'est qu'un effet de la mode un petit peu alimenté par l'avidité de devenir riche rapidement et certainement aussi des baleines qui sont devenues spécialistes dans le domaine. Alors c'est sans compter les comptes qui produisent entre 10 et 15 memecoins par jour pour Rug environ 2-3 millions. 2-3 millions par jour. Nous avons une réglementation qui se pose la question si les cryptos sont des securities ou des commodities. Et je vous avoue que je me rassure vraiment qu'il ne se pose pas la question de si les cryptos sont des jetons de casino tout simplement. Mais ce qu'on oublie souvent dans tout ce qui se passe, c'est que nous sommes bercés par le biais de survivants. Nous ne voyons que les vainqueurs, imaginés par des bulles vertes ou encore des posts Twitter sur des trades, mais on oublie que 99% des personnes qui ont investi dans les memecoins en espérant faire x100 ne le feront jamais. On peut quand même se poser la question de l'impact de cette mode des memecoins sur le risque de la réglementation crypto, et je vais essayer de vous répondre aujourd'hui dans cette quotidienne. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017, et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Je pense que la meilleure image pour répondre, c'est certainement cette nouvelle, et qui fait beaucoup réfléchir. Actuellement, il y a un demi-million de tokens qui ont été lancés le mois dernier sur Solana. 500 000 cryptos qui ont été lancés. La majorité, 99,99% de ces cryptos sont des memecoins. Ça n'empêche qu'il y a eu une explosion drastique. Avant, c'était réellement d'autres blockchains qui drainaient, Ethereum, beaucoup. Mais on voit que ça a vraiment shifté sur Solana, mais pas que sur Solana. On voit la petite courbe ici qui est celle de Base, qui, elle, a eu aussi une époque sur mars 2024, mais avril et mars 2024, où on voit que ça s'est calmé, notamment en mai, alors que sur Solana, il y a eu vraiment cette accélération très très forte, et on voit que cette accélération vient d'un besoin réel de vouloir faire de l'argent rapidement, qui a été certainement amené par l'explosion du BTC et des cryptos sur fin 2023 et début 2024, grâce principalement aux ETF spot Bitcoin, et tout le monde pense à un moment donné que les ETF spot Ethereum rapporteront de la liquidité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que au lieu d'aller sur des projets qui sont construits, on va sur des projets qui sont justement déconstruits, dans lesquels il n'y a aucun fondamental, parce que c'est beaucoup plus simple de parier sur de la spéculation. C'est un petit peu les personnes qui restent actuellement, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, parce que je pense que c'est très intéressant d'analyser ce qui est en train de se passer de ce côté-là, sur les personnes qui sont encore présentes sur le marché et qui investissent massivement sur des memecoins, parce qu'on va chercher de la volatilité, on va chercher de la spéculation, et c'est un petit peu ce qui est en train de revenir. Le souci, c'est que derrière, en effet, on a une véritable réglementation qui est en train de se mettre en place. On a passé de justesse, bien que bien plus positivement que prévu, la loi FIT 21 aux USA, donc qui était très importante pour déterminer si un projet est décentralisé. À ce moment, il ne dépend plus de la SEC, mais bien de la CFTC. Mais vous imaginez bien que s'il y a un scandale au niveau des memecoins, dans lequel on se retrouve avec un rug pool magnifique, qui serait très conséquent, avec plusieurs milliards de dollars, la réglementation serait systématiquement modifiée, et je pense que toute loi crypto disparaîtrait. Parce que justement, c'est un petit peu le coup de FTX ou de Terra Luna, et il faudrait éviter d'avoir cette même typologie d'impact au niveau de ce cycle-là, parce que la réglementation est en cours. Et pour une fois, c'est une réglementation qui est plutôt en faveur des cryptos et qui est plutôt bien construite, dans lequel on prend en considération la décentralisation pour déterminer si oui ou non c'est une commodities ou une securities. Et c'est très important de rester une commodities. Ça veut dire qu'on est une matière première, qu'on n'est pas un investissement, et à ce moment on est beaucoup moins réglementé, et donc la crypto en question peut rester un asset sur l'utilisation par exemple d'une blockchain, et un peu la représentation qu'il y a suite au passage de la loi FIT 21, c'est que une crypto devient une technologie, un bout de technologie qui est achetable, et il faut impérativement que ça reste cette idée-là, parce que c'est l'idée même de la blockchain. Mais encore une fois, ce que j'en dis importe assez peu. On n'oublie pas que même si un projet a été construit d'une certaine façon, c'est son utilisation qui va déterminer ce qu'elle est réellement, et je n'espère pas que la blockchain va devenir un énorme memecoin, bien que ce cycle est en train de nous dire que certainement il y a une possibilité, quelque chose que je n'avais pas vu venir, et certainement je ne suis pas le seul de ce côté-là.
Au niveau de Binance, et ça c'est très important parce qu'on est dans la continuité de cette réglementation, est en train de statuer ce qu'ils vont faire en Europe à partir du 30 juin. Je pense que ce n'est pas que Binance, mais Binance a commencé à communiquer autour de ça. Je rappelle qu'à partir du 30 juin, nous avons la loi MiCA qui est applicable. MiCA qui est une loi européenne qui détermine notamment ce qui doit être régulé ou non et ce qui peut être intégré dans la réglementation en Europe. Et forcément, étant donné que les PSAN sont MiCA compliant, donc c'est-à-dire qu'ils doivent impérativement appliquer MiCA, vont devoir appliquer la réglementation des cryptos qui ne sont pas régulés, notamment les stablecoins, et là on parle tous de USDT, donc c'est-à-dire la crypto de Tether. Bon, pour faire simple et vous résumer un petit peu ce qui est en train de se passer, on a assez peu d'informations. La seule chose qui nous donne réellement, et qui est très très bien expliqué par l'article de Journal du Coin, je vous invite à le lire si ça vous intéresse, mais pour faire vraiment très simple, il y a un bouton dans lequel on peut transférer vers des stablecoins qui sont autorisés, et notamment on pense à l'USDC. On ne pourra pas, à partir du 30 juin, acheter de l'USDT, ou en tout cas tout stablecoin qui n'est pas MiCA compliant. Donc ça va être intéressant de voir cette liste, parce que pour l'instant, on ne l'a pas. Et à ce moment-là, on aura certainement plus d'informations. Encore une fois, c'est l'achat qui est interdit, pas forcément la vente, et je pense qu'il y aura toujours la possibilité de transférer vers l'un, vers l'autre, un petit peu plus tard. Ce n'est pas gênant, mais il faut juste avoir plus d'informations. Et malheureusement, je pense que Binance ne communique pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais tout simplement parce que c'est très très compliqué maintenant d'avoir les informations et de savoir ce qui va être oui ou non légalisé du côté MiCA. On va faire un petit tour au niveau macro parce que ça va être très important. On va voir ici la BCE qui va se positionner avec notamment Christine Lagarde sur les taux en Europe. Très important les taux en Europe parce que nous vivons en Europe, n'oublions pas, même si ça impacte assez peu les cryptos d'ordre général, ça impactera certainement votre vie si vous voulez faire un achat immobilier. On a déjà eu une baisse de taux, là certainement on préconise, en tout cas on anticipe une seconde baisse des taux de la Fed. En tout cas, on sait que Christine Lagarde continue à essayer d'alimenter l'Europe à travers une diminution des taux et un accès à la liquidité. On va voir ce que ça va donner. Après, je n'ai jamais fait d'analyse macro sur l'Europe. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce sera certainement le mot du jour. Je vous dis ça à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, avant d'attaquer BTC, si jamais vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, c'est gratuit. Likez, partagez et abonnez-vous. Merci infiniment. Et on attaque Bitcoin. Alors Bitcoin, on a une grosse accélération hier, très intéressante, et là-dessus on va reprendre les deux scénarios qu'on a abordés justement hier. Un, on a le bull flag. En effet, ceux qui ont bien répondu, ici nous avons un très beau bull flag, et ce bull flag, ici on voit qu'on a eu une attaque qui a eu lieu, tout simplement première accélération, la mèche a été ravée, et on est en train de consolider dessus, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en train de consolider au niveau du top précédent, c'est cette ligne orange que l'on voit là, et on voit qu'on est vraiment en train de consolider dans cette partie-là, ce qui est vraiment important, et ce qui est d'autant plus fort, c'est que nous avons une grosse zone de volume qui sert de résistance, et le plus important sera à un moment donné de casser ça pour consolider. Tant qu'on ne fait pas ça, en fait, tout simplement, on ne pourra pas partir à la hausse. Et est-ce qu'on est dans la capacité de partir à la hausse sur ce début juin? C'est un peu la question qui va falloir se poser. Malheureusement, la macroéconomie va nous répondre très très vite dans les semaines qui arrivent, et surtout au niveau de l'ETH spot Ethereum, parce que beaucoup de personnes sont en train de se dire que certainement ça drainera de la liquidité vers le marché crypto. La question est encore une fois de la temporalité, c'est-à-dire quand est-ce que on ne va pas chuter tout simplement ici pour recharger, pour ensuite repartir et avoir un début de mois de septembre qui va être beaucoup plus explosif, avec certainement l'arrêt des ventes des Ethers de Grayscale si jamais le l'ETH spot Ethereum est validé sur ce mois-ci ou début juin. Au niveau du deuxième scénario, on voit qu'on est toujours dans cette phase de compression. J'ai essayé exprès ce que j'ai fait hier pour vous montrer que oui, on est en train tout simplement d'essayer de sortir et de faire un break. On voit qu'on est en train ici de ranger pour pouvoir faire ce break. On a été ravalé, et ça c'est très intéressant parce que ce ravalement qui a eu lieu ici nous montre que la pression baissière est vraiment très forte, et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup au niveau des liquidités. On voit qu'on a énormément de liquidations qui sont au-dessus des 74 000, et même plus généralement on pourrait dire au-dessus des 72 000. Donc clairement on a une pression baissière qui est très forte, qui est bien présente, on ravale, on est en train de construire ici des liquidités
en dessous des 66 600. Donc pour moi, on est en train de construire beaucoup de longues là. Donc il est fort probable, même si on a une accélération haussière, d'aller liquider une grosse partie là. La seule probabilité serait un inflow massif. On voit qu'on a quand même un peu des liquidités qui rentrent, 1500 bitcoins qui sont rentrés dans les ETF. Donc encore une fois, on a cet inflow qui nous permet d'avoir une pression acheteuse et de maintenir le cours. Mais si jamais on se retrouve encore une fois comme une période ici plutôt négative ou sans inflow, ben on aura une période qui sera plutôt baissière. Et c'est quelque chose qui pourrait nous entraîner tout simplement à aller chercher plus bas ici et aller récupérer toutes ces liquidités qui sont bien présentes là jusqu'au 60K. On voit qu'on a un premier pool de liquidités qui est ici, deuxième pool là, et que la tendance majoritairement maintenant reste quand même relativement baissière. Encore une fois, on a beaucoup de pression baissière et donc il faut le prendre en considération pour la suite parce que justement cette pression baissière est présente ici. Est-ce qu'on est dans cette phase de rupture là, qui est un petit peu l'hypothèse qu'on a donnée hier, et ce sera un petit peu la dernière phase de cette analyse BTC avant de passer sur Ethereum? On voit que nous avons, oui, quand même, une phase d'accélération, une phase de temporisation, et normalement, aujourd'hui, on devrait avoir une deuxième phase, ou après-demain, une deuxième phase d'accélération. Donc on a bien ici phase de temporisation, phase d'accélération. On pourrait être dans cette bougie-là, celle-là, ça pourrait être tout simplement cette petite bougie-là, et on pourrait avoir une grosse phase d'accélération ici pour aller chercher ce niveau-là. Après, la différence entre ici et ici, c'est tout simplement le volume qui est quand même massif, et à côté, on a quand même deux grosses zones de résistance, trois, première, deuxième, troisième. Encore une fois, on est en train de travailler quoi? On est en train de travailler le top qui est encore une fois une zone très compliquée à passer, parce que c'est une très grosse résistance, qui a toujours été une grosse résistance, et quand c'est comme ça, il faut une grosse impulsion pour alimenter les short squeeze, et à partir du moment où on aura entamé les short squeeze, on aura quelque chose qui poussera très fort, et on aura un FOMO qui nous emmènera certainement dépasser très rapidement les 80 000, et ensuite on verra ce qui se passe au niveau des 80 000. Est-ce qu'on retombe au niveau des 76-75 pour faire un pullback et repartir, ou est-ce qu'on continue à consolider au-dessus des 80 000, et à ce moment on aura certainement un effet FOMO très fort qui va pousser, et un effet de masse qui sera plutôt classique et comme on a déjà connu. On va faire un petit tour sur Ethereum, parce que Ethereum, on est plutôt dans une phase de consolidation, malgré le fait que quand on regarde Ethereum sur BTC, on voit que on a une surperformance de Bitcoin, ce qui est plutôt logique, hein. C'est-à-dire que l'accélération que l'on a eue hier, c'est une accélération qui est portée par Bitcoin. Je pense vraiment que du coup, ça nous oriente sur l'inflow. On a un inflow qui a été assez fort, donc forcément, on a poussé à la hausse, alors que sur Ethereum et sur le reste des cryptos, on voit que c'est en train de consolider ici, sauf encore une fois les mêmes coins, hein. On n'oublie pas que les mêmes coins sont une particularité de ce cycle et il faut le prendre en considération. Donc pour moi, on est toujours en stabilisation au niveau d'Ethereum, on attend très simplement la validation de l'ETF spot Ether et on verra en fait la typologie des inflows et surtout la quantité d'outflows par rapport aux inflows que l'on aura, sous-entendu combien va vendre Grayscale Capital d'Ethereum versus combien BlackRock et Fidelity vont être capables de drainer au niveau des inflows des institutionnels. Ça pourrait être même la conclusion de cette vidéo. Je pense réellement que le marché attend une incentive très forte, que ce soit à travers la réglementation américaine, que ce soit à travers l'injection des fonds sur les ETF spot Ethereum, les ETF spot Bitcoin. Et en fait, c'est cet ensemble-là qui permettra à Bitcoin de casser la résistance, qui est quand même très importante. Encore une fois, on arrive sur des niveaux qui sont très fort et c'est la rupture de ces niveaux-là qui nous permettrait de pouvoir aller sur la découverte de prix et encore une fois la découverte de prix n'a pas de limite, n'a plus de résistance et on rentre justement dans cette phase d'accélération haussière et de bull run et c'est quelque chose qui est à part et c'est pour ça qu'on attend d'avoir la rupture de cet ATH et de la consolidation au-dessus et tant qu'on n'a pas ça, on ne rentre pas dans une phase d'hyper-expansion. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour tous ceux qui sont restés au bout, le mot de la fin, ça va être macro et soyez créatifs et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.